actuelle. Ce soir, on va parler d'actualité de sport, de la Coupe du Monde. Comme vous le savez, on est à quelques jours maintenant du choix du pays qui va organiser la Coupe du Monde 2026, le Maroc, mais surtout à un mois, la Coupe du Monde en Russie. On va essayer de parler des sportifs, des grands sportifs, et puis des besoins qu'ils ont peut-être, notamment avec l'hypnose. Avec nous ce soir, docteur Olivier Maderlieu. Bonsoir. Bonsoir Azoul. Et puis avec nous la revenante Rizlan. Bonsoir Azoul Rizlan. Bonsoir Mohand, Azoul. Voilà. Je suis vraiment ravie de revenir sur le plateau de Berbère TV et surtout en compagnie du docteur Olivier Maderlieu qui est un spécialiste en fait de l'hypnose. Donc il coach de nombreux sportifs, il a créé sa méthode, la méthode One. Il est en train aussi de finaliser un livre, Explosez vos résultats et vos croyances. C'est ça, grâce à l'hypnose. Donc il va nous donner tous les secrets en fait qu'un sportif a besoin pour réussir ses performances et atteindre le succès. Très bien, et puis dans quelques minutes vous allez nous emmener à Hawaï puisqu'il a aussi un lien particulier, mais tout d'abord juste une ou deux questions sur l'actualité. D'abord, nos téléspectateurs peuvent se dire, mais quel lien y a-t-il entre l'hypnose et un sportif? Quel lien? Quel lien il y a? Un sportif a besoin d'être au maximum de ses performances et les performances commencent d'abord par le physique, puis la technique, et puis après l'esprit. Parce que le corps et l'esprit sont liés, et des champions du monde de l'entraînement, il y en a des centaines. J'en croise des centaines en France et même à l'étranger. Par contre, être en forme le jour J, ça c'est autre chose. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'en France, on a beaucoup de retard. 5% des personnes pratiquent l'hypnose en France, voilà, au niveau du sport, alors qu'aux États-Unis, 2/3 des athlètes qui étaient présents aux Jeux Olympiques, je dis bien 2/3 des athlètes américains, étaient encadrés par des hypnotiseurs individuels. Extraordinaire. Et on est à quelques jours maintenant de la Coupe du Monde. Comment ils sont mentalement, les sportifs? L'équipe de France va y aller en Russie. Comment ils sont actuellement? Alors comment ils sont? C'est-à-dire que là, on est à un mois et demi, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, il ne faut surtout pas y rentrer, parce que sinon on va perdre beaucoup, on va dire, d'énergie. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est être dans l'état de flow. Le flow, c'est être le jour de la compétition, être prêt, mais c'est-à-dire qu'il faut un certain stress, mais pas un gros stress. C'est-à-dire qu'un chercheur hongrois qui s'appelle Csikszentmihalyi, voilà, dans les années 80, a travaillé sur le fait que la performance optimale, qu'on appelle le flow, se traduit chez le sportif quand il a un peu de stress pour sortir de sa zone de confort, mais pas trop de stress pour ne pas être écrasé par des hormones comme le cortisol qui vont à ce moment-là enlever ses performances. Donc il faut gérer actuellement le côté ludique, entraînement, prise de conscience de l'événement, mais pas trop. Mais est-ce qu'ils sont, et puis je passerai la parole à Rizlan, est-ce qu'ils sont pris en charge? Est-ce que vous le dites, c'est pas le cas en France, il n'y a que 5%? Est-ce que dès maintenant, ils sont pris en charge? Aujourd'hui, au niveau du football, puisque je travaille avec pas mal de footballeurs, mais pas forcément avec les équipes de football, ça s'est fait en charge avec des agents de joueurs. Je travaille pas mal avec des agents de joueurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de préparation mentale au niveau de l'équipe de France. Voilà. Ça existe dans 3 autres pays. Mais aujourd'hui, en France, on est plutôt dans des techniques un petit peu de relaxation, de sophro, mais on n'a pas, on va dire, mis ça en place. Voilà. Je rencontre ça également dans le rugby, où dans le rugby, j'ai des internationaux par contre, mais on n'aime pas dire qu'on fait de l'hypnose. C'est pas masculin, c'est pas mal pour un sportif. Oui, donc en fait, vous expliquez que par rapport à l'hypnose, il y a des préjugés donc? Alors il y a des préjugés aujourd'hui parce que l'hypnose, on va dire, bénéficie un petit peu de manière négative de ce qu'on voit de spectacle. Voilà, comme quoi on a l'impression qu'on est endoctriné, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, alors que ce n'est pas du tout vrai. Pour les personnes que j'encadre, elles savent très bien que l'hypnose, on entend toujours tout ce qui est dit. Même si la personne est dans un état qui paraît cataleptique ou même des fois somnambulique, elle est toujours présente à ce qu'elle fait. Autrement dit, c'est une histoire de confiance qu'il faut avoir et là, de plus en plus, les sportifs qui ont eu affaire, je dirais, à mes services commencent à en parler et c'est le bouche à oreille. Ce n'est pas au niveau officiel, c'est le niveau officieux quand il y a des résultats. En fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est les techniques que vous utilisez
pour aider les sportifs à atteindre leur objectif. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, alors pour moi l'hypnose intervient après, c'est-à-dire que la première chose c'est déjà la préparation nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il faut bénéficier à la fois des hormones et des neurotransmetteurs qu'il faut pour être dans le maximum de résultats possibles. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tous les neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, ce sont des peptides en fait qui viennent de ce que l'on mange. Voilà, pour la plupart, ou alors c'est notre corps qui va les chercher et qui vont envoyer le message au niveau des différents systèmes. Alors la dopamine, par exemple, c'est le dopant, c'est la motivation. La noradrénaline, c'est l'énergie. Et pour ça, il faut manger beaucoup protéiné, avec essentiellement 2 acides aminés, phénylalanine, tyrosine, et avoir un certain nombre de complexes, B2, B3, B9, B12, zinc, magnésium et vitamine C. Voilà, donc ça commence par là. Excusez-moi, parce que Mohand, en fait, le docteur Olivier Madelrieux est un nutritionniste. Ouais, tout à fait, pharmacien et nutritionniste. Pharmacien et nutritionniste. Voilà. Et donc, vous avez écrit donc, un livre, Exposer vos résultats grâce à l'hypnose. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'écrire, enfin, ce qui vous a inspiré Alors, ce qui m'a inspiré, bon, d'abord, je suis fondateur d'un institut d'hypnose en France et au Maroc. On en parlera, parce qu'avec mon associé donc marocaine Karima, nous faisons des formations 3 fois par an, donc sur Marrakech et sur Essaouira. Voilà, elle est d'origine berbère, hein, elle est d'origine berbère également, voilà, du côté de Nador. Comme Rizlan. Voilà, tout à fait. Et le but, c'est que l'hypnose aujourd'hui, c'est pas rentrer dans les mœurs, c'est comme toutes les techniques qui viennent des États-Unis, 15 à 20 ans de retard. Or aujourd'hui, que ce soit en Russie, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, l'hypnose a fait ses preuves. Voilà. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer qu'on peut optimiser les ressources dont je parlais, qu'elles soient hormonales ou les neurotransmetteurs, grâce à l'hypnose. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement doper la personne de l'intérieur, et ça c'est totalement autorisé, parce que si vous allez à Font-Romeu ou dans les Alpes pendant 2500-3000 mètres pendant 3 semaines, vous montez votre PO. D'accord. Mais naturellement, et ça on peut le faire en hypnose. Mais en même temps, vous le disiez, et Rizlan l'avait soulevé tout au début, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réticence envers l'hypnose en France, envers le coaching en général, mais même si on voit que ça commence quand même à venir, et puis des fois quand on en parle, ouais, non, les coachings, ceux qui font l'hypnose, c'est peut-être pas votre cas. Le développement personnel. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens, c'est pas sérieux. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça qui s'est installé en France? Alors, on va dire qu'en France, il y a eu la sophrologie qui a eu ses heures de gloire, parce que c'était le docteur Caicedo, donc, qui est installé en Andorre aujourd'hui, donc un Espagnol qui s'est formé à l'hypnose et qui a mis en place une technique qui est dans des états assez légers, mais qui a été surtout enseignée au niveau des médecins. Donc la sophrologie est rentrée dans pas mal de clubs ou de fédérations de sport grâce en fait à l'encadrement médical ou paramédical. L'hypnose, malheureusement, effectivement, on n'a pas le même cursus qu'en Angleterre, qu'en Russie ou qu'aux États-Unis. Historiquement, il y a 2 courants, puisque si on reprend il y a 100 ans, les 2 écoles, l'école de Nancy, c'était donc le docteur, c'était Bernheim, qui a formé entre autres Émile Coué, qui était pharmacien, et qui a formé aussi Freud, parce que Freud faisait l'hypnose aussi. Et il y avait l'école de la Pitié-Salpêtrière avec Charcot, docteur Charcot, et il y a eu une opposition, parce qu'à l'époque, Charcot disait que l'hypnose était réservée ou ne pouvait marcher que dans le cas des personnes qui étaient psychopathologiquement atteintes. C'est-à-dire les gens un peu hystériques, les gens qui étaient névrosés. Voilà, donc il y a eu ce courant qui fait que l'hypnose, on l'a regardé un petit peu avec une loupe en disant « oh, attention, il ne faut peut-être pas toucher, etc. » Donc l'hypnose qui est quelque part liée à l'autosuggestion, à la pensée positive, au subconscient. Tout à fait. Disons qu'on va partir du principe qu'on a plusieurs zones dans le cerveau. On a donc ce qu'on appelle communément le cerveau gauche, qui correspond plus précisément au cortex préfrontal, celui qui décide, c'est 3% à peu près des connexions neuronales, et puis tout le reste du cerveau, le thalamus, l'hypothalamus, relié à l'hypophyse, c'est toute cette partie inconsciente qu'on ne maîtrise pas, mais qui fonctionne sans nous. C'est-à-dire que les battements de notre cœur, la respiration, la digestion, les mouvements que je fais là automatiquement, c'est mon inconscient qui les active. Et tout ça, ça vient de conditionnement, ça vient de croyances, ça vient des fois de peur, de blocage. Toute cette machinerie, on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas. Et toutes ces émissions qu'on voit à la télé, on voit beaucoup d'émissions d'hypnose où les gens
Ils s'endorment, ils se réveillent ailleurs, ils font des choses, ils ne se rappellent pas. Tout ça, c'est vrai, c'est du spectacle, une part de vrai, une part Alors, moi, je rends hommage toujours à ces spectacles. On aime ou on n'aime pas, on en fait parler. Au moins, l'hypnose, depuis 5 ans, grâce à ces spectacles, est rentrée dans l'imaginaire des gens. C'est démocratisé. C'est démocratisé et on sait aujourd'hui qu'on peut arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Parce que sans hypnose, essayer d'arrêter de fumer sans prendre 20 kilos, c'est compliqué. Et petit à petit, on s'aperçoit que les phobies, les gens qui ont des agoraphobies, des phobies de l'avion, mais peuvent le soigner grâce à 3 ou 4 séances d'hypnose. Alors ça avance. Bien évidemment, l'iceberg met un peu de temps, on va dire, à trouver sa route. Il faudra peut-être encore 5 ou 10 ans. Mais déjà, on est en train de parler de statut d'hypnothérapeute. Et d'ici 5-6 ans, les choses seront encadrées. Donc on pourrait s'en passer, si je vous suis bien, on pourrait s'en passer peut-être de certains médicaments. Ah ben c'est clair, c'est clair parce que l'hypnose va agir selon les différents états. Bon, moi je travaille beaucoup d'hypnose profonde, c'est l'objet du livre qui sort en septembre. Je travaille sur les états, donc bien sûr alpha, theta, delta. Donc quand on commence à être dans l'état de relaxation alpha, les premiers niveaux de relaxation, on active le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le frein. Contrairement à l'adrénaline ou le cortisol qui sont les accélérateurs, l'acétylcholine va rééquilibrer. Et si vous achetez Science et Vie qui est sorti cette semaine, vous avez un article superbe sur le nerf qui fait du bien. Et c'est le nerf vague, c'est-à-dire le système qui active le système parasympathique. On s'est aperçu que grâce au nerf vague, ils en parlent également pour l'hypnose, eh bien, on a pu sortir des gens du coma, on a pu relaxer des gens qui étaient atteints de la maladie de Crohn, et on est dans une société aujourd'hui où on est stressé en permanence. Et l'hypnose, au moins, va déstresser. Oui, et en plus, on fait même des opérations chirurgicales sous hypnose. Tout à fait. Donc là, il ne faut vraiment pas se rater. Alors, effectivement, on ne fait pas totalement sous hypnose, il n'y a plus d'anesthésie centrale, on a juste des anesthésies périphériques, on va dire locales, mais par contre on n'a plus toute cette machinerie qu'on faisait, qui faisait qu'on se réveillait fatigué, etc. Donc c'est absolument fabuleux de pouvoir faire ça. Juste une dernière question par rapport à l'hypnose et le sport, parce qu'en fait les sportifs, je pense que s'ils vous sollicitent, c'est parce que quelquefois, vu que ce sont des grandes performances, il y a des blessures en fait. Alors c'est 80% des demandes, c'est suite à des blessures. Sandrine Martinet, qui est devenue championne olympique en 2016, c'est son kiné qui me contacte en avril. J'ai Veronika Zuzulova, qui est la numéro 2 mondiale de ski, qui me contacte grâce à Romain Velez, son entraîneur, au mois d'octobre, parce qu'elle s'est blessée avant la saison. Et donc effectivement, il fallait la remettre en place pour les Jeux olympiques, et les médecins avaient dit qu'elle sera hors course. Pareil pour Sandrine Martinet, et la plupart du temps, ce sont des sportifs qui ont des échéances importantes et qui, effectivement, ils n'ont pas le choix. Voilà, soit ils font le choix médical, et effectivement, ils ne seront pas prêts. Et grâce à l'hypnose, on va, premièrement, je dis la première étape, c'est d'enlever la croyance qu'on a cru que ça ne serait pas avant la compétition. Parce que c'est une prédiction réalisante. Le médecin dit, vous en avez pour 6 à 8 mois, vous en avez pour 6 à 8 mois. Donc si on enlève cette croyance-là, on en aura peut-être pour 4 mois. Et donc, au final, le milieu médical lui-même, il est réticent, il est comment? Alors le milieu médical, c'est comme tout le monde, il y a des gens ouverts, etc. Moi j'ai formé pas mal de médecins, je forme 120 médecins par an dans le cadre de l'OGDPC, puisque je travaille pour des organismes de formation, et j'ai formé des kinés et des médecins qui sont dans le sport. Mon ami Serge Niamke, qui est le médecin de l'équipe Orica, donc en cyclisme, qui est la numéro 3 mondial. Serge, donc c'est moi qui l'ai formé. Il a fait le maître praticien avec moi. J'ai ensuite, je suis en train de chercher son nom, le Stéphane Pancrofi, qui est le kiné de l'équipe de France de VTT. Voilà, donc c'est des autorités, ils travaillent pour des fédérations ou des grandes équipes professionnelles. Donc eux, ils sont ouverts et le message est en train de passer. Alors avant qu'on aille à Hawaï avec Rizlan, aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de stress. Surtout, on est tous 17 années aujourd'hui, le travail, la ville, les métros, tout le monde a besoin d'un peu d'hypnose aujourd'hui. Alors, je dirais même le contraire. Est-ce qu'on n'est pas hypnotisé par le rythme que l'on mène? Est-ce qu'on n'est pas hypnotisé pas Rizlan. Alors, non, mais je veux dire, est-ce qu'on n'est pas hypnotisé par la télé, des fois? Non, en fait, aujourd'hui, on ne sort pas de notre rythme. Voilà. Et toute cette connexion, l'homo connecticus, comme dirait notre ami Christophe, là on en a parlé la dernière fois, c'est ça, c'est-à-dire que les gens sont tellement connectés, ils sont en fait hypnotisés. Alors oui, on a besoin d'hypnose dans le sens qu'on a besoin de lâcher la soupape
Et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui... Aller s'aérer un peu. Voilà. Et le fait de pouvoir relâcher le corps à travers l'esprit, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas parce que vous faites du sport que vous relâchez le mental. Quand vous faites du sport, en fait, vous allez mettre en place un système, on va dire, donc d'hormones. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, sinon on va se perdre, mais qui sont des opiacés, c'est-à-dire comme de l'opium, qui sont sécrétés 15 minutes après le sport. C'est pour ça que les gens sont détendus par le corps, mais ils ne sont pas détendus dans l'esprit, parce qu'ils ont fait 1 heure de footing, alors que l'hypnose va permettre de faire cette détente. Et puis cette addiction aussi, on parlait de notre ami Christophe, aux objets connectés, donc finalement c'est peut-être vrai, les gens qui passent 2 heures, 3 heures sur l'iPhone, sur leur smartphone, alors, ça aussi... Alors tout à fait, c'est exact, parce qu'on connaissait les ondes cérébrales du cerveau, quand on est donc en train de parler comme ça, on est dans les ondes bêta, et puis après il y a les niveaux des ondes alpha, puis sigma, theta, delta, epsilon, mu, on sait les décrire. Il y a 2 ans, on a découvert qu'il y avait des ondes cérébrales spécifiques quand on est sur notre tablette ou notre iPhone. C'est-à-dire que les appareils connectés stimulent des ondes cérébrales du cerveau particulières. Ça stimule la détente? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un état hypnotique et on est addict, on ne peut pas s'en décrocher. L'addiction alors. Donc, mais on libère du cortisol. C'est-à-dire le cortisol qui est un poison pour le corps. On connaît tous la cortisone. Et donc, on a des palpitations, on fait monter la tension, on a des maux de tête qui sont liés à ça. Et puis aussi, et après, promis, je lui laisse la parole, on voit aussi beaucoup de yoga, beaucoup de gens qui font le yoga. C'est un peu proche de l'hypnose. Aujourd'hui, à Paris, on a des salles qui s'ouvrent, notamment beaucoup de femmes, mais d'hommes aussi, qui ont des séances de yoga. Alors, le yoga, effectivement, c'est une tradition ancestrale, permet de relâcher les ondes du cerveau. Alors, on ne va pas parler d'hypnose, parce que pour qu'il y ait une hypnose, il faudrait qu'il y ait un objectif et qu'il y ait un guidage extérieur. Mais par contre, on va parler de relaxation, les états alpha. Oui, de méditation. De méditation. Et là-dessus, on peut apprendre à se reprogrammer, à couper le défilé infernal des pensées. Alors, très bien. On y va à Hawaï alors. Oui, donc en fait, on va à Hawaï parce qu'il y a eu un événement dernièrement assez fascinant, extraordinaire, l'éruption de Kilauea à Uaea, donc du volcan. Donc il faut savoir que Hawaï, eh bien, c'est une île volcanique. Et ce que je trouve assez fou, c'est toutes les légendes en fait qu'il y a autour donc de Hawaï et d'une déesse qui s'appelle la déesse Pelée. Et donc dans certains articles on disait oui, la déesse Pelée, la femme qui dévore la terre, donc c'est vraiment le symbole de cette fameuse île qu'on appelle aussi Big Island. Big Island, oui. Et je voulais voir avec le docteur Olivier Madel-Rieu qui est quelque part très attiré par Hawaï et par le patrimoine ancestral de Hawaï, de nous raconter donc la légende de cette déesse Pelée qui a manger, dévorer en ce moment, je pense encore, tout à fait. L'île d'Hawaï. Kilauea, donc, effectivement, est un volcan qui est toujours en éruption sur Big Island. Alors, Big Island, ce n'est pas une île, c'est un archipel. D'accord. Il y a 9 îles principales, il y en a 152 en tout. Et donc, il faut distinguer donc, Oahu, qui est l'île principale où il y a Honolulu, de Big Island. Et à Big Island, effectivement, il y a Kilauea, dans lequel le cratère où on honore Pelée s'appelle le Mauna Kea. Voilà. Et donc Stéphanie, que je connais, qui est la Kauna dédiée donc à la déesse Pelée, effectivement, dit que les ancêtres actuellement sont en colère. C'est pour ça que le volcan est en éruption. La déesse Pelée, en fait, qui est la déesse de la l'amour, foudre, de l'amour, du surtout. feu, Ouais. de la danse. Et vous m'apprenez, parce que je ne le savais pas, de l'amour. C'est surtout comme ça qu'elle est vénérée. C'est-à-dire qu'il y a différents éléments, pour entrer dans l'ésotérisme un petit peu des différents dieux de du polythéisme hawaïen. Donc il y a le dieu du vent, il y a Kilimani, il y a le dieu effectivement de la neige, et puis là il y a le dieu, parce que le dieu de la neige va effectivement également protéger un volcan. Et Pelée, c'est la déesse de l'amour. Et après la foudre et la danse, effectivement. Et comment vous, en fait, le docteur, donc j'insiste bien sur le fait qu'il est docteur en pharmacie aussi, et hypnothérapeute, même si vous préférez qu'on dise hypnotiseur, et spécialiste aussi de la neuroscience, donc vous avez un côté très scientifique. Comment expliquez-vous que vous êtes proche, en fait, de la spiritualité hawaïenne, du Ho'oponopono, du Pono, on en parlera, hein, ça a l'air un peu spécial quand on le dit, mais... C'est exotique en tout cas. Voilà. Les gens aiment l'exotisme. En fait, parce que si on parlait de pardon, ça ne plairait pas aux gens. Si on parle de Ho'oponopono, c'est attrayant, mais c'est la même chose. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un chamanisme
on parle beaucoup de chamanisme actuellement, mais on est sans tambour, et pas sans trompette non plus, mais sans tambour, sans drogue, ni quoi que ce soit, des états modifiés de conscience qui ressemblent beaucoup à ceux de l'hypnose. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'aime tous les états modifiés de conscience, parce qu'en fait, si on veut changer notre vie ordinaire, si on veut pouvoir changer le rythme hypnotique dont on parlait, pouvoir avoir d'autres résultats, il faut sortir de notre conscience actuelle. Et ce qui est intéressant chez les Hawaïens, c'est qu'ils concilient à la fois la modernité, donc avec des buildings, des magnifiques restaurants qu'on peut retrouver à Hawaï. On ne va pas dans des forêts comme on irait au Pérou ou en Bolivie. Voilà, donc, et surtout donc, les traditions ancestrales. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mélanger l'ancien et le nouveau. Et je trouve ça remarquable. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques traditions ancestrales en fait, hawaïennes, par exemple par rapport au Ho'oponopono. Donc, de ce que je sais du Ho'oponopono, c'est par exemple des sortes de mantras, comme des prières, où on dit « je t'aime, je suis désolé », pardon, merci, donc l'amour, le pardon, la gratitude, et il paraît en fait que ça guérit. Voilà, alors pour revenir au Ho'oponopono, ça fait partie du Pono. Le Pono, c'est la rectitude. C'est des actions de rendre droit ce qui a été donc modifié ou perturbé. Et c'est la princesse Kilimani qui, au début du XVIIIe siècle, quand il y a eu effectivement l'invasion d'abord par les Écossais, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est les Écossais qui ont envahi les premiers l'archipel d'Hawaï, puis après les Américains. Donc le roi Kamalamala, qui a succédé à la princesse Kilimani, a dit il faut qu'on fasse la transmission de nos coutumes à travers la vertu, la rigueur, le Pono. Donc le Pono était pour traduire et transférer, on va dire, tout un tas de choses connues. Et l'Ho'oponopono était un moyen de réconcilier deux personnes. Imaginons par exemple que vous êtes dans une altercation. Je suis le Kahuna, ce soir je vais vous réunir dans une tente. Sinon ça peut arriver. Voilà. Je suis volcanique. Et je vais vous demander d'exposer les raisons pour lesquelles vous en voulez à Rizlaine. Après je vais demander à Rizlaine, bien sûr en présence des deux clans familiaux, et on va prier les dieux pour réconcilier peut-être aussi les ancêtres de manière... Voilà. Et c'était ça le Ho'oponopono. Donc c'était absolument génial. Et Morna Simeona, qui est aussi une Kahuna, dans les années 1980, a voulu apporter cette notion de réconciliation. Donc sans Kahuna pour tout le monde, à condition de se faire une prière intérieure où ces 4 phrases s'adressent aux différentes parties de notre être. C'est-à-dire quand je dis « je t'aime », je m'adresse à ma divinité intérieure, donc qu'on appelle la supraconscience, au Makua chez les Hawaïens. Puis après « je suis désolé », le Uane, le mental, limité, triqué. Et puis ensuite Unipili, le subconscient, c'est-à-dire pardonne-moi s'il te plaît. Et merci, c'est la gratitude. Voilà. Et en faisant ça, on s'aperçoit que les gens vont vraiment, mais vraiment, lâcher tout un tas de douleurs, de souffrances et de comportements négatifs. Juste une dernière question. N'est-ce pas paradoxal en fait qu'un scientifique, donc je reviens quelque part à la première question, s'intéresse en fait à cet ésotérisme, cette philosophie Alors, comment faire pour ne pas devenir illuminé Alors, la question n'aurait pas été la même au XVIe ou XVIIe siècle, parce que toutes les lumières du XVIIIe siècle, ou si je prends Léonard de Vinci, si je prends Pascal, c'était des gens qui étaient à la fois des scientifiques, des littéraires, des mystiques. Et l'évolution de notre cerveau, l'évolution de notre société, fait qu'on fait des spécialistes. Et aujourd'hui, on a du mal à réunir les deux. Mais allez aux États-Unis sur la côte ouest, entre Vancouver, Seattle et la Californie, ou allez à Hawaï, vous verrez que c'est réconcilié. C'est que dans notre tradition européenne, qu'effectivement, on met d'un côté, il faudrait être scientifique ou il faudrait être... voilà. On ne parle pas d'illumination, on parle simplement de voir le monde avec une conscience un peu plus élevée que la moyenne. Très bien. On revient juste après la pub, restez avec nous. On revient dans 2 minutes.